Bonjour à tous, je m'appelle Sophia, je travaille à la communication de Comet. Petit changement de programme, les aléas du direct et de la visio. On a malheureusement l'animateur Jérémy Combe qui a un petit peu de difficulté à se connecter. Donc en attendant, on espère sa venue, je vais prendre le relais sur ce webinaire et je nous laisse encore 1 minute ou 2 le temps que tout le monde puisse se connecter. Et bonjour à tous. Et bien c'est parti. Donc rebonjour à tous. On est ravis d'accueillir en tout cas les personnes parmi vous qui se sont inscrites et vous étiez nombreuses et qui sont avec nous aujourd'hui. Donc je m'appelle Sophia. Avec nous il y a Victor, Robin et Aude que je vais présenter un peu plus en détail dans quelques instants. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un peu sur toutes les lèvres depuis de nombreux mois, de nombreuses semaines et qui a suscité pas mal de débats, pas mal d'espoir, pas mal de rêves, d'effets d'annonce aussi. Et on va essayer de décrypter un petit peu ça avec les différents experts qu'on a mobilisés autour de cette table ronde aujourd'hui. Parce que finalement, le futur du travail, il s'est conjugué au présent ces derniers mois, un peu sans prévenir. Et il y a pas mal de théories qui ont été débattues sur ce sujet. Aujourd'hui, on voulait mettre les choses un peu plus en perspective et en pratique. Pour ça, on a fait appel à 2 experts, enfin 3 experts, puisqu'il y a Victor sur cette table ronde. D'abord Aude Grande, qui est du coup directrice générale de SFL, qui est un des principaux propriétaires innovants du marché, et Robin Viry-Vaton, qu'on connaît davantage sous la casquette de l'expert de la Smart City, de l'immobilier et des nouvelles technologies. Et également Victor Caro, du coup, qu'on commence à voir assez régulièrement sur ce sujet, qui va du coup garder sa casquette de cofondateur et CEO de Comet Meetings pour débattre de ce sujet Future of Work. Est-ce qu'on se parle de hype ou de réalité? Alors hype, ça doit vous parler, en tout cas à certains d'entre vous. Si justement on fait un peu de mise en arrière et on parle un peu de théorie, on a voulu prendre un peu cette allusion au cycle du hype, qui est une modélisation finalement assez connue qui a été trouvée par un cabinet de recherche en 1995, l'Institut Gardner, qui décrit justement l'évolution de l'apparition d'une technologie qui est rupturiste et qui met en parallèle finalement les attentes de la société et des utilisateurs par rapport à cette rupture technologique, de son apparition à sa maturité. Donc du coup, il y a un peu 5 grands temps forts en fait dans cette évolution et on va les décrypter ensemble. L'étincelle de l'innovation, le pic des espoirs démesurés, toutes les attentes. Finalement, ce gros gouffre des illusions de qu'est-ce qu'on espérait de cette révolution et finalement quelle est sa réalité. Finalement, hop, l'étincelle et la pente de l'illumination de qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique pour absorber et rendre tangible cette innovation. Et ça va s'installer progressivement dans le plateau de production. Je laisse les experts parler de ce sujet bien mieux que moi et on va prendre justement la première étape qui est l'étincelle de l'innovation. Finalement, un peu plus d'1 an maintenant, avec cette crise du Covid-19 qui est arrivée sans prévenir. Et ce qu'on sait, c'était finalement la fin de la rigidité du bureau, la fin de la rigidité du monde du travail, qui était un peu l'espoir de tout est permis il y a plus d'1 an maintenant. Je vais donner la parole justement à Aude, qui, à travers son métier, a lancé pas mal d'études sur le sujet, et notamment une étude qui s'appelle Paris Workplaces. Aude, justement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est tous dit il y a 1 an maintenant, avec l'apparition de cette pandémie? Bonjour à tous, d'abord merci pour votre invitation. Alors, c'est vrai que le dernier baromètre qu'on a sorti, il est assez intéressant parce qu'il nous a permis de mener une enquête juste avant l'entrée dans la pandémie, c'est en janvier 2020, et la même enquête en septembre 2020.
en interrogeant près de 2000 salariés franciliens sur le thème en partie du télétravail. Donc, ce qu'on a vu déjà, c'est que le télétravail avant la crise était déjà une demande très forte et quasiment dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui, en fait. 86% avant, 87% après, des salariés veulent au moins un jour de télétravail par semaine. Donc, vous voyez, finalement, la révolution, pour l'instant, on ne la voit pas vraiment. En revanche, le nombre de jours idéal de télétravail a, lui, un peu augmenté, puisqu'on était avant autour de 1 jour et demi par semaine, et maintenant, on est un petit peu plus de 2 jours. Donc, nous, ce qu'on en retire, c'est quoi? C'est que le télétravail et la flexibilité du lieu de travail, ça aurait déjà dû être un élément structurant de l'organisation du travail avant la crise. La crise, elle a juste permis aux entreprises de réaliser que c'en était un. Mais en fait, c'était déjà le cas avant. Voilà. En revanche, le corollaire, c'est que c'est probablement le début de l'heure de vérité des bureaux pour savoir, suite aux grands changements qui sont intervenus cette année, comment les entreprises et les bureaux vont s'adapter à la prise en compte de cet élément structurant. Et justement là-dessus, Robin, on a pas mal parlé de ces derniers mois de résilience, de capacité d'adaptation des collaborateurs, des entreprises, des équipes, des hommes. Mais quid du bureau, quid de l'immobilier justement? Est-ce que, selon toi, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer de cette transformation du bureau, puisque l'immobilier est par nature immobile, comme le nom l'indique? Ouais, alors je pense que la courbe de Gartner est vraiment quelque chose qui illustre bien le phénomène qu'on a connu, c'est-à-dire que quand on a vu qu'il y avait la possibilité du télétravail, et donc qu'il allait avoir une meilleure adéquation entre le souhait des salariés et la réalité, parce qu'en fait, comme l'a très bien dit Aude, il n'y a pas eu une évolution massive du souhait des salariés, mais il y a eu tout d'un coup une adéquation possible entre les souhaits des salariés et la réalité de l'organisation du travail. On est allé encore plus loin en imaginant que ça allait se traduire avec des conséquences disproportionnées sur l'outil immobilier et sur l'occupation des lieux de travail, en oubliant qu'il y a une cascade extrêmement longue entre le fait que tout d'un coup, on va flexibiliser l'organisation du travail et que ça se traduise par la réduction des mètres carrés. Donc, il y a plein d'étapes entre les deux. Et juste pour illustrer un peu ça, déjà, on oublie souvent, mais il y a la pesanteur des négociations sociales. Donc, les accords télétravail, la façon d'organiser le télétravail dans l'entreprise, ça nécessite encore d'être passé par un mécanisme de démocratie sociale. Ensuite, il y a la rigidité des baux qui font qu'aujourd'hui, quand on regarde le portefeuille des institutionnels à Paris, on a en moyenne 4 ans ferme de bail pour les locataires de ces immeubles-là. Donc, ils peuvent pas revenir dessus. Ils peuvent évidemment payer des pénalités, mais ça va être difficile de revenir dessus. Ensuite, il y a l'organisation physique de l'immeuble et de l'espace de travail. Donc, ça veut dire que tout d'un coup, si on veut que on puisse réduire les mètres carrés, il va falloir accepter que l'on passe en bureau flexible. Le passage en bureau flexible, aujourd'hui, c'est pas le cas de toutes les organisations, c'est même plutôt quelque chose qui est minoritaire. Et donc, le passage, que ce soit d'un point de vue, encore une fois, de conviction des salariés et d'organisation de l'espace, donc de recloisonner, de décloisonner, ça prend du temps, ça a des coûts, et donc c'est pas quelque chose qui va être immédiat. Et donc, on arrive tout ça à la fin sur quelque chose qui peut avoir un impact sur la surface de bureau par salarié. Encore une fois, si on se dit que on a 2 jours en moins sur 5 jours, ça signifierait une réduction de 40% qu'on pourrait attendre de la surface de bureau par salarié. Je pense pas du tout qu'on atteindra ce chemin-là, parce que ça voudrait dire qu'on soit en full télétravail. Et puis après, il y a d'autres espaces qu'on peut pas redimensionner. Les espaces de couloir, les toilettes, on peut pas les redimensionner pour dire il faut moins 40%. On est bien obligé de les dimensionner sur un usage au pic. Et donc, tout ça me fait dire que on peut avoir demain une réduction de la surface privative par salarié de peut-être 10%, mais je rappelle juste, alors c'est des chiffres d'Amérique du Nord, mais en Amérique du Nord, d'après Cornet, qui est un institut très très respecté sur la mesure des espaces tertiaires, on est passé en surface privative par employé de 21 mètres carrés par employé à 14 mètres carrés par employé entre 2008 et 2018. Donc, on a une réduction d'un tiers en l'espace d'une dizaine d'années, et cela ne s'est pas traduit par un effondrement
des prix du bureau. Bien au contraire, il y a eu une relocalisation, réagencement du bureau. Et donc tout ça me fait dire que si demain on devait avoir devant nous une réduction de la surface de bureau par employé de l'ordre de 10, peut-être 15%, si celle-ci s'étale comme ça semble se dessiner sur une dizaine d'années, ce sera quelque chose qui sera relativement indolore du point de vue des prix. Merci Romain. Je crois qu'on a notre Monsieur le Royal Jérémy qui essaie de rejoindre la scène. Je ne sais pas si tu es là Jérémy, auquel cas je te laisse la main. Je ne sais pas si vous m'entendez, je suis vraiment désolé de ce contretemps technique. Pardonnez-moi. On venait justement de parler des attentes en termes d'immobilier, parce qu'on arrive justement à ce moment de ce pic des attentes au sein de la courbe du hype. Et là, je te laisse du coup reprendre la main, Jérémy. J'allais poser la question à Aude de savoir, il y a un an finalement, quand on a tous pris nos affaires, pris nos ordinateurs, nos petites affaires du bureau et qu'on savait pas réellement quand est-ce qu'on allait y revenir, on a eu un peu cet espoir du télétravail qui s'est intégré dans nos vies et que c'était assez difficile par le passé. Est-ce que Aude, le tout télétravail, il y a un an, est-ce qu'on y croyait vraiment? Et toi qui es au quotidien au contact de beaucoup de grosses entreprises, du CAC 40, etc., quelles étaient leurs attentes à ce moment-là? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est les différents comportements des sociétés par rapport à cette révolution forcée et ces changements tout à fait drastiques. Il y a eu des comportements très différents en fait. Il y a les entreprises, notamment internationales, ou les très grands groupes, c'est ce que tu dis, Sophia, notamment les entreprises CAC 40, etc., qui ont pris des mesures sécuritaires très drastiques et qui ont complètement fermé leurs locaux pour une durée parfois assez indéterminée en fait. Ça c'est le premier comportement qui est vraiment une réaction sécuritaire et sanitaire. Ensuite, il y a celles qui en ont tiré des conséquences très fortes, structurantes sur leur organisation future. Je parle par exemple de PSA qui a dit, mais très très tôt, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était avril ou mai dernier, moi je ferme certains énormes sites bureaux. Donc non seulement ils ont une réaction sécuritaire et sanitaire, mais en plus, ils en tirent des conséquences immédiates pour l'avenir. Elles sont minoritaires, ces sociétés. Et puis après, il faut voir qu'il y a quand même la majorité des sociétés, et notamment le tissu des sociétés un petit peu plus petites, etc., qui ont fait au mieux, comme on a tous fait, qui se sont adaptés, qui ont ajusté, qui souvent, et là je rejoins Robin, qui diffèrent leurs décisions immobilières. On voit bien les chiffres des nouvelles prises à bail, de la rotation des immeubles qui sont en très forte baisse, prouvent bien que les entreprises se cherchent, n'ont pas encore trouvé la solution, les chiffres, les économiques qui vont derrière ces modifications. Donc en fait, avec un fort attentisme et quand même une intuition que les conséquences, il faut peut-être pas les tirer si rapidement, parce qu'il y aura des choses qui vont se compenser. Donc voilà, donc il y a eu des réactions très différentes. Je veux juste ajouter quand même, parce qu'on parle beaucoup des GAFAM notamment, qui ont complètement fermé, de Twitter, qui a dit que on avait un télétravail à vie pour les salariés, etc. Il faut pas oublier que dans le même temps, on voit que par exemple Facebook, ils viennent d'acheter un immeuble de plus de 30 000 m² à Washington. On voit que Google, il continue de prendre des surfaces dans le 9e arrondissement, en pleine pandémie. Donc, la réalité est beaucoup plus nuancée que ce qu'on aimerait, ce que les titres de journaux veulent faire dire. Et on va voir les conséquences sur plusieurs années. Là je rejoins totalement Robin. C'est évidemment qu'on n'aura pas tout de suite le tableau final qui aura suivi cette pandémie. Ok, merci Aude. Alors ça c'était avant de voir aujourd'hui les revers du télétravail. C'est ce qu'on appelle donc l'étape du gouffre des désillusions. Alors maintenant je vais m'adresser à Victor. Alors mon cher Victor, rapidement est venue l'heure des désillusions. On vient de le voir au moment où on a tous cru qu'on serait tous 5 jours sur 5 en télétravail, peut-être pour certains bien au chaud chez soi. Cela a très vite inquiété les entreprises et surtout les chefs d'entreprise, les managers qui effectivement peut-être se disaient on perd un peu la main sur nos collaborateurs. La confiance a pu ou est parfois remise en question et on a pour autant été assez surpris de voir des gains de productivité. Alors en spécialiste du bureau entre guillemets, qu'en penses-tu? Bon, welcome back déjà Jérémy. Effectivement,
déjà, ce qui est passionnant, c'est que sur ce sujet, il y a à la fois des experts qui connaissent bien le secteur, mais qu'on a tous aussi eu la possibilité de vivre dans notre chair le bon et le moins bon de cette phase de télétravail forcé, qui est plus une phase de délocalisation du travail. Et notamment lorsqu'on regarde avec deux casquettes différentes, la casquette certes des décideurs, mais aussi la casquette des managers ou des employés, on voit que, on a réalisé assez vite, au bout de quelques mois, que le télétravail, en tout cas que le tout télétravail n'était pas la panacée. Et certes, pour les décideurs par exemple, c'était un moyen de flexibiliser encore un coût, de flexibiliser et de réduire un coût qui était généralement le deuxième ou troisième coût, le coût immobilier, dans le PNL d'une entreprise. On se disait, tiens, on voit bien l'opportunité, mais à contrario, on pouvait voir à quel point le désengagement des équipes risquait d'être fort. D'ailleurs, même certains GAFAM ont dit haut et fort que leur principal problème, c'était justement celui de la fuite des talents, qui réalisait bien ces derniers temps qu'en fin de compte, 5 jours par semaine en télétravail, qui était généralement l'approche très drastique des groupes américains, pas simplement des GAFAM, n'était pas tenable. Et donc, on perdait les équipes. C'est-à-dire que d'un point de vue décideur, on a bien vu à quel point il fallait jongler entre cette volonté de flexibiliser et de réduire un coût important, mais le risque de perdre et la capacité de sociabilisation et celle de collaboration. Et même, c'est ce que je disais au tout début, nous tous, d'un point de vue employé, je serais intéressé de voir d'ailleurs quelle est la part d'entre nous qui n'a vraiment pas subi à un moment le contre-coup de cet extrême qu'était le tout télétravail. Et donc, ce qu'on a tous pu voir, c'est que naturellement, notre capacité à créer du lien dans nos équipes était réduite, voire était complètement nulle, que l'équilibre entre vie perso et vie pro, alors pour peu que, comme une grosse partie des Français, notamment des Franciliens, on n'ait pas vraiment la place d'avoir un bureau qui permette de, le soir, refermer la porte et d'avoir l'impression qu'on avait compartimenté vie pro et vie perso, eh bien, pour tous ceux qui n'étaient pas dans cette situation, il y a eu une vraie perte de repères et une vraie perte de repères durant ces 12 derniers mois et une complexité pour se réengager dans le projet de l'entreprise. Donc, finalement, tel qu'on le voit chez Comet, ce que 2020-2021 nous a permis de réaliser vraiment, c'est qu'on va au bureau pour faire 3 choses et qu'en fin de compte, le tout télétravail ne peut pas permettre de répondre à ces 3 tâches. Ces 3 tâches qui sont un peu des grandes briques Lego avec lesquelles chaque entreprise a la possibilité de jouer pour construire son futur du bureau, on en reparlera. Ces 3 tâches sont la production, la collaboration et la sociabilisation. La production, c'est lorsque chacun d'entre nous a besoin d'avancer sur son contenu seul. Et ça, ce qu'on a bien vu l'année dernière, c'est qu'on avait la possibilité d'être beaucoup plus efficace lorsqu'on ne perdait pas 1 heure dans les transports le matin et le soir, lorsqu'on n'était pas dérangé par Michel qu'on adore mais qui propose un café toutes les demi-heures, et lorsqu'on pouvait vraiment se mettre dans un cocon. Donc la productivité, celle-là, on a bien vu l'intérêt. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé l'année dernière de productivité et l'étonnant le télétravail est exceptionnel, parlait plus de productivité que des 2 autres dimensions, que sont la collaboration, la capacité de créer à plusieurs et la sociabilisation, qui est cette capacité à créer du lien ensemble et tous appartenir à un projet d'entreprise qui nous dépasse. Et simplement pour finir en mentionnant 2 exemples, ce tout télétravail a d'ailleurs été testé. Il a été testé il y a 20 ans et il y a 10 ans par IBM puis par Yahoo et qui ont chacune réalisé les limites de ce tout télétravail. IBM en décrétant quelques mois après le lancement que les équipes n'avaient jamais été aussi productives mais qu'elles n'avaient jamais été aussi peu capables d'innover. On voyait bien la capacité de collaboration qui était réduite. Et de l'autre côté, Yahoo, qui avec l'arrivée de Marissa Mayer, a vu que la productivité aussi était décuplée, mais qu'en revanche, le vrai problème qui demeurait, c'est que plusieurs cultures d'entreprise se créaient et qu'on n'avait plus un Yahoo, on avait plusieurs Yahoo. Jérémy, on a perdu ta connexion. Bon, je crois qu'on a effectivement un petit problème. Sophia, est-ce que tu veux reprendre la main? Ouais, je suis désolée, j'ai un petit souci visiblement à me connecter. Alors, Jérémy, est-ce que tu veux reprendre la main? Est-ce qu'on m'entend bien, Victor? Bon, je pense que j'ai l'impression qu'on a tous un petit
un petit problème de connectique. On t'entend bien, Robin, Sophia. tu confirmes qu'on m'entend bien? On t'entend bien, Sophia. Sophia, Oui, on t'entend. j'essaye de parler, mais je ne sais pas si je suis entendue. On t'entend, Sophia. On t'entend très bien. Bon, alors il y a un petit décalage. En effet, je vais reprendre la main parce qu'on se dirige justement vers le moment de la raison, le moment de l'illumination, quand on s'est dit qu'on n'était pas obligé de choisir tout noir ou tout blanc, l'extrême ou l'autre, le full bureau ou le full télétravail. Et Victor, justement, aujourd'hui, plus d'1 an après ce chamboulement, quelle est l'intuition de ce que vont faire la majorité des entreprises finalement, garder leur bureau ou s'en libérer? C'est quoi ton avis sur la question? Je crois qu'on n'a pas entendu. C'était pour toi, Victor Caro. Excuse-moi, dans ce cas, je suis preneur que tu reposes la question. Je disais juste que là, on arrive au moment de la pente de l'illumination, le moment de la prise de recul, où on réalise que on n'est pas obligé de choisir tout noir ou tout blanc, et que chaque entreprise choisira le modèle qui convient pour son futur du travail. Et quelle est ton intuition sur ce choix des entreprises aujourd'hui, entre garder son bureau, retirer des espaces des mètres carrés d'espace de travail? Quel est le choix des entreprises selon toi? Alors déjà, la beauté dans la situation qu'on vit, c'est qu'il n'y aura plus un seul modèle et que chaque entreprise va avoir la possibilité de jouer avec ces quelques grandes briques Lego que je mentionnais, la production, la collaboration, la sociabilisation, et se demander si finalement elle souhaitera pousser un modèle extrême qui était le modèle d'avant où tout se faisait peu ou prou au bureau et où il y avait un peu de production qui était délocalisée en télétravail. Si elle voudrait être dans un modèle inverse, comme on voit plutôt des startups le faire, qui sont dans un modèle où tout se fera à distance et où une fois de temps en temps elles auront recours à, par exemple, des tiers-lieux pour se réunir et pour avoir un moment au bureau sans pour autant avoir un bureau à part entière. Et c'est ça aussi la beauté de cette évolution qu'on vit. Ou bien le gros des entreprises qui probablement sera dans un modèle où elles vont devoir jongler avec beaucoup plus de variables qu'avant. Un bureau physique ou des bureaux physiques. À côté de ça, naturellement, du résidentiel, des logements qui devront être mieux équipés pour avoir la possibilité de faire du vrai télétravail qualitatif. Et à côté de ça, un maillage de tiers-lieux de production, comme des espaces de coworking, de réunion, pour avoir la possibilité en capacité, soit de désengorgement de leur bureau, soit en ayant la possibilité de temps en temps d'offrir des lieux qui soient plus proches de là où les équipes voudront être, eh bien proposer ces nouvelles variables. Donc finalement, il n'y a pas un seul modèle. Ce qu'on sait, c'est que ce moment au bureau est absolument impératif, que la réduction des surfaces devrait vraisemblablement pas être aussi forte qu'annoncée. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu les études qui ont été partagées en début de semaine et qui disaient que le télétravail resterait structurel dans toutes les entreprises, notamment les grandes entreprises, dans la grande majorité, mais qu'en revanche, beaucoup de PME se disaient qu'elles souhaiteraient rester dans un modèle historique d'avant. Voilà. Donc là-dessus, c'est à chaque entreprise de créer sa propre réponse à cette question avec ses grandes briques, en se demandant vraiment pour quelles raisons chacun a envie d'être. Donc un bureau à garder potentiellement, mais à réinventer. Je me tourne justement vers Aude, en tant que propriétaire justement de pas mal d'actifs à Paris notamment. À quoi est-ce que vous réfléchissez vous au quotidien et quelles grosses tendances très concrètes tu vois pour le bureau de demain? Alors, nous, un peu en chapeau, hein, ce que je pense, c'est que ça va augmenter la rapidité d'obsolescence des immeubles de bureaux et ça va accroître probablement l'écart entre les bons et les mauvais bureaux. Alors ça, nous, vraiment, l'étude Paris Workplace, elle nous aide vraiment à identifier les demandes des salariés par rapport à ces bureaux de demain. Parce que, grosso modo, les salariés, on le voit bien,
vont avoir de plus en plus le choix d'aller au bureau ou pas, ou de rester chez eux pour faire simple. Donc les entreprises, elles vont avoir un enjeu, c'est de leur donner envie de revenir au bureau. Donc il va falloir que les bureaux donnent envie aux salariés de se réapproprier cet espace. Alors, pour moi, il y a 3 grands thèmes sur l'attractivité des bureaux. D'abord, il y a la prime au quartier et à l'accessibilité. Le temps de transport est réellement le point de désagrément majeur, notamment pour les salariés franciliens. Donc, des bureaux bien positionnés par rapport en transport en commun à côté de hubs. Alors, évidemment, Paris tire son épingle du jeu, parce que le centre de Paris, qui est totalement multimodal, évidemment, a beaucoup d'atouts à cet égard. Ensuite, il y a la mixité de l'environnement de travail et l'ouverture de l'immeuble de bureau sur son quartier. Aujourd'hui, les salariés ne recherchent pas vraiment des quartiers de bureaux 100%, mais ils veulent pouvoir avoir une grande porosité dans leur journée entre leur vie pro et leur vie perso, que ce soit aller rencontrer des amis, des connaissances dans le quartier, donc ça nécessite d'être dans des quartiers plutôt mixtes, d'aller faire des courses, d'aller chez le médecin, etc. Donc c'est vraiment une porosité très forte entre le bureau et son environnement. Et le troisième volet, qui est plus notre job d'investisseur, c'est la qualité intrinsèque des bureaux, de l'immeuble. Ça, on le mesure comment? On le mesure à travers la diversité des services. Donc là, évidemment, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers, on pense pas que notre job, c'est de créer tous les services et de les opérer nous-mêmes, mais c'est de nous associer avec les meilleurs prestataires du marché. Victor connaît ça par cœur, mais c'est vraiment ça, c'est d'aller détecter les gens qui sont capables d'opérer ces espaces de service. C'est de créer des bureaux au sein desquels les salariés vont pouvoir évidemment collaborer, ça je crois que Victor et Robin l'ont beaucoup dit, mais aussi connecter, parce qu'on oublie aussi que pour beaucoup d'entre nous, le logement, enfin le télétravail n'est pas aussi un lieu de déconnexion. On peut avoir du bruit, on peut avoir beaucoup de choses. Et enfin, et ça chez SFL on est très sensible à ça, c'est la réintroduction du beau dans l'espace de bureau, parce que on voit que le design, l'architecture, la lumière sont des facteurs qui permettent d'augmenter le bien-être au travail, l'engagement et en fait in fine la productivité des salariés. Donc pour moi c'est vraiment une approche globale des bureaux qu'il faut maintenant envisager et effectivement les investisseurs que nous sommes et les entreprises qui vont faire des choix immobiliers ont des très très gros enjeux devant elles. Très clair, merci Aude. Et là, si on zoome un petit peu davantage sur ces tendances et on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, aujourd'hui là, on est à Paris. Je me tourne vers toi, Robin, en tant qu'expert de la Smart City, et on a envie de se dire que Paris peut être un de ces bons exemples. Quel futur de Paris tu imagines? On entend beaucoup parler d'effondrement de l'immobilier à Paris, de l'explosion des prix, etc. Avec un peu de recul, quelle est ton analyse un peu sur la situation spécifique de Paris et par exemple la Défense? Est-ce que c'est la fin de la Défense? La fin du bureau était un argument en faveur de la fin des villes, qui était là aussi un phénomène qui a fait la une d'un certain nombre de médias pendant le premier confinement et qui s'est heurté à la réalité des chiffres, qui est au final elle ne s'est pas produite. Le lien entre les deux est simple, c'est-à-dire que si on peut travailler de partout demain, notamment de son domicile, quel est l'intérêt de rester dans des zones urbaines extrêmement denses où la rareté du foncier fait que les prix de l'immobilier sont très élevés, et dans ce cas-là, pourquoi ne pas assouvir l'utopie de tous vivre à la campagne. Je rappelle que cette utopie est très ancienne. Au tout début d'Internet, si vous avez l'occasion, il y a un JT de TF1 ou de France 2 qui est absolument exceptionnel, qui explique que grâce à Internet, en 1990, grâce à Internet, on va pouvoir tous vivre à la campagne. La réalité a été évidemment tout le contraire. Plus le monde s'est digitalisé, plus on a eu besoin de réinvestir des contacts physiques, et donc plus la recherche de la densité et de la métropolisation, c'est-à-dire la concentration croissante des activités sur un nombre de territoires réduits, c'est opéré. Moi, je crois assez peu même je crois pas du tout à la thèse de la fin des villes ou des métropoles. Comme je l'ai dit, les premières statistiques ou les premiers retours qu'on a eus
nous ont montré que c'est pas le cas. Il n'y a pas eu aujourd'hui de déshérence des villes. Il y a eu certains publics ou certains résidents des villes qui les ont quittés. Ce sont les résidents étrangers, logique, les touristes, logique, et en partie des étudiants, logique, puisque les établissements d'enseignement supérieur étaient fermés. Donc il y a 3 publics qui les ont quittés de manière temporaire. Nul doute, en tout cas c'est les premiers éléments qui nous reviennent des pays qui ont réouvert leur économie, que ces 3 facteurs vont rapidement revenir à un étiage normal. Et donc, moi, je crois pas du tout à ce phénomène-là, et la statistique ne le montre pas. Effectivement, on a eu un petit mouvement d'acquisition de résidences secondaires en faveur des campagnes. On a eu une prime très forte pour les maisons individuelles, notamment en première couronne de l'Île-de-France. Mais aujourd'hui, on a quand même vécu une année 2020 avec une augmentation des prix de l'immobilier de près de 3%, alors même que la conjoncture était loin d'être favorable. Donc, moi, je crois pas du tout à une thèse de fin de la ville, bien au contraire. Je pense que on peut même se retrouver avec une certaine prime à la centralité, notamment en ce qui concerne les actifs tertiaires. Je m'explique. Quand demain vous êtes une entreprise, que vous allez négocier avec vos salariés un passage en flex office, c'est un jeu donnant-donnant. Donc ce que vous donnez en flex office, vous allez devoir apporter des éléments plus satisfaisants à vos salariés, et la centralité ou la proximité plus forte avec des lieux de connexion de transit très importants comme les gares va être recherchée. D'autant plus si vos salariés, eux, ont l'ambition ou l'envie de se décentrer un tout petit peu et donc de partir en première couronne notamment. Et donc, vous allez forcément avoir une prime plus forte pour les actifs très centraux, et c'est un petit peu ce qu'on observe depuis quelques mois déjà. Donc moi, je crois pas du tout à ces phénomènes-là. Et après, un dernier point dans cette analyse-là, c'est que souvent on prend la fin des villes à travers le prisme de certaines personnes, notamment ce qu'on appelle les digital nomades, qui ont la capacité ou l'opportunité de travailler de partout où ils veulent, et donc avec des exemples de gens qui ont pu s'expatrier parfois dans des destinations exotiques ou en tout cas relativement attrayantes, en tout cas à travers le film vidéo qu'on peut voir. Je rappelle 2 choses, c'est que il est une erreur assez manifeste de juger une évolution de société à travers le prisme des gens qui sont les early adopters, tout simplement parce que c'est ceux qui ont fait ce move-là, c'est ceux qui sont le plus susceptibles de le faire, mais ils ne représentent en tout cas pas la moyenne de la population. Et le deuxième point, c'est que ça correspond à un nombre de métiers ou de fonctions de production extrêmement limité. Ça reflète pas clairement la majorité de la population, sans parler des structures familiales qu'il y a derrière. Quand les gens font des choix de localisation spatiaux, ils le font pour l'emploi dans un premier temps, mais évidemment pour des questions notamment éducatives dès qu'ils ont des enfants. Et ça, c'est évidemment un blocage assez fort à des choix de pouvoir se déplacer partout où on veut. Et le dernier point que j'aimerais mettre dans cette analyse, c'est que parfois on étudie ces mouvements de population à travers le prisme des bassins de réception. Et donc effectivement, s'il y a 2000 personnes qui quittent l'Île-de-France pour Vendôme, évidemment pour Vendôme, ça fait une augmentation incroyable du bassin de réception. Mais sur le bassin versant, donc sur l'Île-de-France, s'il y a 2000 personnes qui quittent l'Île-de-France, ça ne change absolument rien. Aujourd'hui, on a à peu près 22 000 ménages dont la personne de référence est active, qui quitte l'Île-de-France chaque année, sur une population qui est de 12 millions et qui croît d'une bonne centaine de milliers de personnes par le seul jeu de l'excédent naturel chaque année. Donc, on pourrait encore une fois doubler ce nombre de personnes qui quittent l'Île-de-France chaque année, que ça n'aurait pas beaucoup d'impact sur le phénomène de densité, de concentration qui est déjà inhérent à ce territoire. Donc attention aux effets effectivement de loupe qui se concentrent sur des bassins petits où la réception d'un grand nombre de personnes a des impacts disproportionnés, et à l'inverse, quand on regarde d'où ils viennent, le bassin d'origine, ça a des impacts qui sont extrêmement limités.
Merci beaucoup, Robin. C'est hyper intéressant. Justement, si bon, on comprend bien du coup qu'aujourd'hui le bureau finalement ne va pas disparaître, mais son rôle est à réinventer et que les bureaux parisiens rentrent pleinement dans cette dynamique, mais pas que. Justement, si on se pose un peu la question de ce rôle du bureau. Historiquement, c'est plutôt les métiers dans l'entreprise liés à l'immobilier, les directeurs immobiliers, les directeurs de l'environnement de travail qui étaient concernés par ces sujets, parfois les dirigeants. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de points de vue et d'enjeux et d'aspirations à prendre en compte, qui finalement dans l'entreprise est concerné par ces sujets. Aude, justement avec les clients que tu as au quotidien, est-ce qu'il y a eu un changement aussi de ces considérations et de qui est là pour construire et imaginer le bureau des entreprises finalement au quotidien? Ça fait déjà quelques temps qu'on voit ce changement, mais clairement, c'est un sujet CODIR au sens large. En fait, à peu près chaque membre du CODIR va avoir un avis éclairé sur la question. Évidemment, les directeurs financiers, on le sait. La direction générale en tout premier chef, les directions des ressources humaines, les directions des systèmes d'info. Enfin, voilà, c'est évidemment des projets extrêmement structurants pour les sociétés. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur la partie RH du sujet parce que les bureaux vont de plus en plus être un levier d'attractivité et de rétention des talents. Donc, évidemment, un enjeu très stratégique pour les sociétés. J'ai 2-3 chiffres qui sont quand même intéressants à poser pour se rendre compte du sujet. On a un premier chiffre de l'étude qui montre que 59% des jeunes seraient prêts à baisser leur salaire pour habiter à moins de 20 minutes de leur lieu de travail. Chiffre qu'on n'avait jamais eu depuis 7 ans qu'on fait notre étude, notre baromètre. Deuxième chiffre intéressant, plus de 50%, quasiment 55% des télétravailleurs réguliers, donc je mets à part la phase de Covid, qui est évidemment très particulière, mais les télétravailleurs habituellement réguliers disent souffrir d'isolement. C'est 2 fois plus que les autres salariés. Donc ça, évidemment, sujet RH énorme, risques psychosociaux et compagnie. Troisième chiffre, le poids du critère bureau, enfin, quels sont mes futurs bureaux, dans la décision de rejoindre une entreprise a été multiplié par 2 depuis le début de notre baromètre, c'est-à-dire depuis 7 ans. Donc, tout ça pour dire, en fait, si vous avez des bureaux repoussoirs, vous aurez un problème en recrutement et vous aurez un problème en rétention des salariés. Donc, voilà, on ne peut plus mettre ce sujet. Et alors, évidemment, là, je vous passe les détails des chiffres, mais ces chiffres sont évidemment bien plus forts pour les jeunes générations que pour les plus anciennes générations. Donc, cette tendance, normalement, va s'accroître dans le temps, en fait, en pourcentage. Donc, c'est évidemment un sujet qui ne peut pas être mis de côté et qui ne peut pas être traité uniquement sous un prisme financier ou uniquement sous un prisme géographique, par exemple. Ça doit être traité, enfin, c'est évidemment un sujet multicritère pour les entreprises. Merci beaucoup, Aude. On arrive à la cinquième étape un peu de ce cycle, le plateau de production, au moment où voilà, on réfléchit un peu à demain et les évolutions et les réalités s'installent dans le temps. Robin, justement, qui pour produire ce bureau demain dans ce paysage un peu du futur du travail? Je crois que tu parlais récemment de building as a hub. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta vision des acteurs en fait de ce futur du travail? Ouais, je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur le fait, notamment, moi je m'inscris pleinement dans l'idée qu'a développée Aude d'avoir aujourd'hui des bureaux qui fassent un saut qualitatif, c'est-à-dire que si on veut que les bureaux permettent de se concentrer sur les bureaux, le bureau déjà est plus monolithique, c'est-à-dire quand je dis les bureaux, c'est à dessein, c'est-à-dire que on peut pas avoir un bureau avec une norme d'aménagement pour tous les usages qui soient le même. Donc si on veut que les bureaux puissent répondre aux différents enjeux de créativité, de collaboration, de création d'un ethos et d'un sentiment d'appartenance commun qui va devoir être clairement renforcé si le travail et les modes de production sont plus éclatés. Si on veut que ces bureaux participent à cet exercice-là, ils vont nécessairement devoir être largement repensés. Ce qui me fait
tirer deux conclusions. La première, c'est que l'obsolescence du parc de bureaux va s'accélérer. Alors, on a déjà vu une obsolescence d'une partie du parc. Alors, elle est petite en Île-de-France. Hein, on parle d'1% du total du parc, donc elle est quand même assez limitée. En fait, on ne sait même pas ce que c'est l'obsolescence, mais de 1% du parc qui est en situation de vacances durables, donc qui n'a pas été loué depuis depuis plus d'un an, 1 an et demi, donc qui fait qu'aujourd'hui ce parc n'est pas loué pour des raisons qui ne sont pas liées à la conjoncture, mais qui sont liées à des défauts structurels. Donc cette partie du parc va s'aggraver. Alors pour des raisons environnementales, ça on le savait, mais de plus en plus pour des raisons de qualité de vie au travail, où les gens ont considéré que ce qui avait été pensé comme des lieux de production ne répond plus du tout à l'enjeu qu'on leur attribue, c'est-à-dire un enjeu de sentiment d'adhésion et de créativité. Donc ça, c'est clair que ce parc va devenir un peu plus obsolète. Et de l'autre côté, on a des besoins de création de nouveaux espaces. Alors moi, je pense que c'est très bien de pouvoir reconfigurer des bâtiments, et ça fait partie de la vie normale de l'immobilier et du tissu urbain. Je pense aussi qu'il faut surtout pas négliger le fait de parfois être capable de détruire des anciens bâtiments pour reconstruire des nouveaux. Et ça, c'est un peu le piège dans lequel parfois on tombe en se disant que la destruction de bâtiments pour la création de nouveaux est extrêmement polluante, elle a des effets négatifs et tout ça, très bien. Sauf que en adaptant progressivement le parc, ça a des coûts très très élevés. Et on se rend pas compte que parfois il est nécessaire de passer par des phases de création complète de nouveaux espaces de travail. Et donc quand j'entends, et pour rebondir sur la question de tout à l'heure, on tire à boulet rouge sur la défense et qu'on dit qu'il y a déjà des quartiers d'affaires qui sont périmés, que le modèle de la tour est complètement dépassé. Prudence. Je pense que on a aussi des qualités qui sont attribuées à ces bâtiments. Je pense notamment, par exemple, à la multiplicité de la lumière qu'on n'a pas dans des bâtiments plus anciens. Et donc, il faut pas non plus, faut faire attention à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. On a besoin de produire du bâtiment neuf également pour qu'il réponde aux exigences qu'on a évoquées de luminosité, d'acoustique. On a un très gros problème, on traite pas du tout bien l'acoustique, à mon avis, dans le bureau, dans l'espace tertiaire actuellement en France, mais ailleurs aussi. Donc on a un certain nombre de choses à remettre en place, et ça ne se limite pas seulement à du mobilier, ça ne se limite pas seulement à des cloisons, et donc il faut aussi avoir en tête qu'on aura besoin de créer du bâtiment neuf à un moment où évidemment on voit que la construction a plutôt mauvaise presse et que produire du bâtiment est quelque chose qui n'est pas aisé, en tout cas renouveler le tissu urbain est quelque chose qui n'est pas aisé dans le contexte actuel. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que ça fait partie aussi de la façon de faire progresser le parc de bureaux. Prudence donc, création de nouveaux bureaux, repenser les bureaux existants. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je vois les questions qui arrivent. Merci beaucoup déjà pour vos questions, c'est un sujet visiblement qui intéresse. Je les prendrai dans 5 minutes dès qu'on aura terminé l'échange. En tout cas, n'hésitez pas, c'est sur la droite dans la rubrique questions. Alors, repenser les bureaux existants, justement, là je me tourne vers Victor. Chez Comet, les gens connaissent, j'espère, l'activité de réunion qui est aujourd'hui à l'arrêt, faute de pouvoir justement se réunir. Je rebondis sur ce que disait Robin, réinventer justement un peu ces mètres carrés de l'intérieur. Chez Comet, c'est quelque chose qui est en train de se développer, et en plus l'exemple de la défense s'y prête bien. Est-ce que tu peux nous présenter justement un peu toi ta vision de ce service, de cette flexibilité apportée au bureau et cette nouvelle activité qui est en train d'être lancée chez Comet? Oui, volontiers. Peut-être avant de parler de ce qu'on fait, pour synthétiser aussi un peu ce qu'on vient de se dire depuis tout à l'heure, il y a un réel enjeu qui, comme Aude le disait, existe depuis bien avant le Covid. Il y a un réel enjeu d'amener, en tant que propriétaire, à ses utilisateurs davantage de flexibilité et davantage de services. Parce que la tendance montrée par le baromètre de SFL depuis 7 ans, c'est une tendance lourde qui est là avec ce bureau comme hub pour à la fois incarner la culture dans l'entreprise, être ce lieu de collaboration, de stabilisation, mais aussi être ce levier structurant dans l'attraction et la rétention des talents. Donc, ce besoin existe depuis des années, et on est absolument convaincu qu'il faut enfin, qu'on est finalement au pied du mur, et qu'il faut absolument l'apporter aujourd'hui,
Et que d'ailleurs, ce qui est quand même drôle, c'est de voir qu'en français, on a cette petite blague dans la terminologie du bureau, qui est que le bureau tel qu'on le définit aujourd'hui, le bureau, c'est vraiment avant tout un bureau élément de mobilier. Le bureau, c'est un desk, quoi. Alors que c'est justement tout ce que le bureau ne doit pas être. Je ne vais pas dire qu'il faut qu'on fasse évoluer la terminologie bureau. Je pense qu'elle est trop ancrée dans nos communautés, mais cette flexibilité service doivent être apportées. Le service, qu'est-ce que c'est? C'est finalement tout ce qui va faire qu'on se sentira, si je schématise, on parlait des GAFAM tout à l'heure, qu'on se sentira un peu comme dans le bureau d'un GAFAM. On se sentira accueilli, on se sentira un peu comme dans un hôtel. Donc ça, c'est ce que le service doit apporter, et c'est un service qui est vraiment au service du client qu'est l'employé. L'employé n'a pendant très longtemps pas été vu comme étant le réel client des acteurs de l'immobilier au sens large, et donc celui-ci doit être remis dans son parcours client au centre des préoccupations. Et c'est en partant de ce dont il a besoin que les utilisateurs et donc les propriétaires doivent se poser la question de quel service apporter. Ça, c'est côté service. Et côté flexibilité, cette flexibilité, on peut l'avoir à différents niveaux. C'est une flexibilité contractuelle déjà. C'est une flexibilité qui va permettre aux entreprises de ne pas dire mort au bail 369. En tout cas, on est convaincu que le bail 369 a encore de très très beaux jours devant lui et qu'on pourra même s'engager d'autant plus longtemps, sur les durées d'autant plus longues dans le cadre d'un bail classique, qu'en réalité, on aura la possibilité d'absorber les pics et les creux de notre activité. Je suis un gros groupe du CAC 40, je n'ai pas besoin d'une flexibilité sur 100% de mes surfaces, mais peut-être sur 5, 10, 20% parce que je ne sais pas exactement de quoi seront faits les 3 années à venir. Donc, flexibilité sur cette base contractuelle, flexibilité aussi de savoir quel type de surface vais-je récupérer du propriétaire, avoir la possibilité davantage demander du sur-mesure peut-être, et flexibilité sur les services qu'on voudra y voir. Mais notre conviction, pour en venir à ce qu'on fait, notre conviction, elle est que c'est un métier de définir, d'opérer de la flexibilité et du service, et que ce métier aujourd'hui, ce n'est pas à l'utilisateur lui-même de se le faire pour lui-même. Sinon, il n'y en aurait pas la possibilité, ne serait-ce que sur la flexibilité de bail. Et donc, la deuxième activité qu'on a lancée il y a 2 ans, avant le Covid, qui a notamment commencé à la Défense avec un projet avec Altaria et Goldman Sachs sur la tour Landscape, c'est comment, aux côtés des propriétaires qui le souhaitent et qui souhaiteraient amener cette flexibilité service et donc la faire opérer, mais ne souhaiteraient pas devenir opérateurs eux-mêmes, eh bien c'est comment les accompagner pour leur donner la possibilité de vraiment faire passer cet immobilier dans ce monde de flexibilité et de service dans lequel ils voient depuis quelques années qu'ils devront le faire passer. Et cette activité qu'on appelle Hospitality by Comet, et qui consiste à se dire, je le dis en préambule, pour nous, le bureau demain va devenir un lieu de réunion. Ce qui ne veut pas dire, heureusement pour nous tous, qu'on passera notre vie en réunion. Je pense qu'il y a beaucoup de réunions qui méritent de ne pas être faites, et le bureau doit être un lieu d'échange hors réunion. Mais quelque part, comment solliciter l'expertise que nous avons pu développer, par exemple, sur notre parc Comet de bâtiments dédiés aux réunions, pour amener une partie de cela dans les grands bâtiments de bureaux. Et c'est la tendance lourde que nous voyons, et avec un intérêt d'ailleurs décuplé d'avoir la possibilité de travailler comme nous le faisons avec différents grands propriétaires et grands utilisateurs pour voir les besoins des uns, les besoins des autres et faire évoluer dans sa globalité le parc. Merci beaucoup, Victor. Une nouvelle question qui arrive. Donc, si je résume un petit peu en conclusion un peu de ces échanges, on comprend bien que le bureau va changer, les habitudes de travail, les habitudes de bureau vont changer, mais peut-être pas dans des proportions aussi violentes qu'on ne pouvait le penser il y a 1 an, et que c'est cette utilité finalement presque sociale du bureau qui a retrouvé ou qui a créé finalement 1 an après l'arrivée de cette crise. Alors merci beaucoup déjà à tous les 3. N'hésitez pas à le compléter si ma conclusion n'est pas la bonne. Je me tourne directement vers les questions. Tom Pam Pam. Il y en a eu pas mal. J'ai une question pour Robin. On me dit, alors donc c'est Archibald, CEO de Descapade, qui nous dit: le flex suffit-il pour faire des économies sur les bureaux? Ne faudrait-il pas également prévoir un système de réservation des postes et des salles pour optimiser les surfaces et gérer les trop-pleins? Réponse de Robin. Oui, si, bien sûr. Le passage en flex office, c'est un changement organisationnel profond. C'est un changement des rapports
hiérarchiques, ou en tout cas telles qui sont perçues au sein de la société. Moi, j'ai commencé ma carrière dans un groupe, ex-groupe public français, où en fait votre rang vous donnait droit à un nombre de fenêtres. Donc, si vous aviez 3 fenêtres dans votre bureau, vous étiez un chapeau à plumes, et en fonction de votre grade, vous avez le droit à un nombre de fenêtres. Donc, quand on vient, alors peut-être une culture un peu extrême, mais quand on vient de ce monde-là pour aller vers un monde où on va parler de flex office, et quand je dis ça en caricaturant, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, même privées, évidemment. Et donc, il y a un changement d'organisation, il y a un changement de perception de la valeur lié à l'occupation des espaces. Et après, d'un point de vue organisationnel, il y a effectivement, encore une fois, un changement de mobilier, un changement de configuration de l'espace, et après un outil logiciel qui permet d'assurer la répartition des équipes, leur mutualisation, leur présence à certains temps de la vie de l'entreprise. Et au-delà de l'aspect logiciel, il y a le respect de ces règles par les collaborateurs. On voit bien quand même dans toutes nos organisations que il y a des règles assez strictes sur la présence au travail émises par le gouvernement. Elles sont quand même pas suivies de partout. Donc aujourd'hui, il est difficile de dire à quelqu'un ce jour-là tu ne viendras pas au travail, ce jour-là tu viendras. C'est pas des choses qui sont évidentes, et c'est bien pour ça que je disais que la négociation sociale qui va venir au-delà, les accords télétravail tels qu'ils avaient été conçus avant la Covid-19 étaient déjà quand même des accords sociaux extrêmement lourds. Leur mise à jour et leur réadaptation et leur traduction sur l'espace de travail physique, ça va être quelque chose qui va être très très lourd aussi. C'est pour ça que vraiment, moi, j'invite à prendre des pincettes pour regarder l'impact et voir un impact qui va forcément être différé dans le temps, même si à la fin, il y aura forcément un changement d'organisation. Mais il y aura du temps pour que ça se traduise concrètement, et je partage entièrement ce qui vient d'être dit dans la question. Merci Robin. Une question, je vais peut-être attribuer à Aude, Marie Sarrazin, qui nous demande, au-delà des enjeux immobiliers et des types de services proposés aux entreprises pour réinventer le bureau, quels sont vos conseils pour l'accompagnement au changement des employés? Une question un peu plus large. Ça revient un peu à ce que disait Robin, c'est-à-dire qu'en fait, on ne décrète pas des changements juste en déménageant, quoi. Donc effectivement, il y a un process extrêmement long qui passe d'abord par comment je fais mon zoning au sein de mes futurs bureaux, comment je conçois mes espaces communs, comment je conçois mes espaces privatifs et comment ils vont être utilisés. Donc pour moi, alors aujourd'hui, il y a plein d'acteurs sur le marché qui conseillent un peu sur toute la chaîne du changement immobilier, que ce soit la partie technique, la partie financière et aussi la partie RH. Mais ça me paraît évident que les trois doivent être envisagés de manière concomitante. Merci Aude. Une deuxième et je pense qu'on a bientôt dernière question pour Robin. Donc c'est Grégoire Dechy, COO de ex-Saïf, qui demande, pour un investisseur, comment conseillez-vous un investissement dans l'immobilier en France? Est-ce que les investissements bureaux, usines, zéro versus investissement habitation 100% Paris, pied-à-terre et province, maison? Bon, question un petit peu compliquée. On va rester sur la première partie de la question. C'est la boule de cristal, Robin. Ouais, je vais faire le disclaimer, ceci n'est pas un investissement dans le cadre de l'AMF, blablabla. Non, évidemment, si j'avais une boule de cristal, je ferais des webinars extrêmement bien rémunérés pour décrire tout ça. Non, après voilà, moi je voulais donner ma conviction. Ma conviction, c'est que il y a un phénomène de métropolisation qui a structuré l'organisation spatiale du territoire maintenant depuis une grosse trentaine d'années. Son origine, il est très simple, c'est qu'on a eu une massification de l'enseignement supérieur parmi les jeunes. Les pôles d'enseignement supérieur, ils sont répartis dans quelques grands centres urbains. Les jeunes sont allés dans ces centres urbains pour y faire leurs études. Une partie d'entre eux y est restée, et puis leurs enfants y sont allés, ce qui fait un phénomène de concentration de la démographie, mais surtout concentration des naissances dans quelques aires urbaines. Je vais vous sortir mon chiffre fétiche. Alors, on dit que la pédagogie œuvre de répétition, comme je le répète 10 fois par jour. Vous avez peut-être déjà entendu, mais l'Île-de-France, qui représente seulement 20% de la population de la France métropolitaine, donc 12 millions d'habitants sur les 60 millions qu'il y a en France métropolitaine, représente 85% de l'excédent démographique du pays. L'excédent démographique, c'est le nombre de naissances moins les décès. Donc un territoire qui fait seulement 20% de la population, qui fait 85% de l'excédent démographique,
pas besoin d'être un démographe de grand talent pour comprendre qu'un tel déséquilibre fait que c'est là où c'est dans ce territoire qu'on a besoin de construire les bureaux, les logements de demain. C'est-à-dire que même s'il y avait des flux de migration interne au pays qui étaient très très conséquents, pour éponger 85% d'excédent démographique quand le territoire en fait 20%, c'est du pur stock versus flux. Donc voilà, ça c'est mon analyse. Encore une fois, elle ne vaut que pour moi. Alors moi, j'investis en cohérence avec mon analyse, mais encore une fois, c'est pas du tout un conseil d'investissement. Et donc, je crois aujourd'hui assez peu à une thèse d'éclatement spatial qui ferait qu'on viendrait repeupler des zones qui sont aujourd'hui en déshérence, simplement parce que quand un territoire commence à vieillir, ça veut dire que les gens qui habitent dessus sont des gens qui ne sont pas en âge d'avoir des enfants, et donc en fait le vieillissement s'accélère. Et inversement, quand un territoire rajeunit, les gens qui sont dessus sont des gens qui sont en âge d'avoir des enfants, et donc l'âge moyen se maintient. Et donc si aujourd'hui l'âge moyen, par exemple, a explosé en France depuis maintenant une dizaine d'années, il a été relativement stabilisé dans la région capitale. Voilà, c'est une modeste analyse qui n'engage évidemment que moi. Mais quand même, c'est toujours très intéressant. Merci pour ces petits conseils investissement, Romain. On va s'arrêter là. Il est 11h57. Je tiens à m'excuser pour ces petits aléas techniques. Quand ça veut pas. Donc, on a eu quelques petits couacs, mais j'espère que le contenu aura été bien déroulé et assez intéressant pour chacun d'entre vous. Un grand merci Aude, un grand merci Robin, un grand merci Victor, et puis merci à tous de nous avoir suivis sur cette petite heure d'échange. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.